On reprend notre vidéo. Là, je suis toujours à l'intérieur de mon container. Je vais terminer ça. Docker PS, j'ai plus aucun de mes containers express qui tourne. Donc, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est écrire une application web, donc une application HTTP en Node. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs possibilités pour faire ça. Ce que je vous conseille vivement, c'est de regarder, de lire cet article ici, qui décrit l'anatomie du traitement d'une requête HTTP sur Node. Donc vous avez l'URL ici. Cet article ici décrit l'utilisation des classes de base. Donc vous voyez que si vous ajoutez dans votre script cette instruction, que vous utilisez le module standard HTTP, vous allez après pouvoir très facilement dire je crée un serveur HTTP et quand je fais ça, je lui passe une fonction de callback. Cette fonction de callback, elle va être appelée à chaque fois qu'une requête HTTP arrive sur le serveur. Donc, c'est dans ce bloc que vous allez écrire les choses. Il y a une façon un peu différente de faire la même chose, c'est de créer le serveur HTTP sans donner de fonction de callback et ensuite de rajouter une fonction qui écoute un certain type d'événement. Donc ici, ce qu'on dit, c'est ce serveur peut émettre différents types d'événements. Chaque fois qu'il émet un événement de type request, alors je veux exécuter cette fonction de callback. Donc, ces quelques lignes, c'est tout ce que vous avez à écrire si vous voulez implémenter un serveur HTTP en Node. Et puis après, avec ces objets request et response, vous avez accès à ce que le client vous avez envoyé et vous avez la possibilité de lui renvoyer des données. Donc, je vais aller assez vite ici, mais vous voyez que depuis request, vous pouvez avoir la méthode. Est-ce que c'est un get, un post, un put, un delete? Vous avez accès à l'URL qui a été spécifié par le client. Vous pouvez récupérer les différentes entêtes et puis vous pouvez aussi récupérer le body. Ça, c'est utile quand le client fait un post ou un put et qu'il vous envoie des données. Vous avez ici un exemple où on va récupérer les informations du client et puis vous voyez qu'à la fin, ça on ne l'avait pas dans les premiers exemples, à un moment donné on va faire le point listen, c'est là où on va se mettre à l'écoute. Ici ils se mettent à l'écoute sur le port 80-80. Évidemment, à un moment donné, on va vouloir répondre au client, donc on va vouloir lui donner un code de statut. Est-ce que c'est un 200 si quelque chose, si tout s'est bien passé? Est-ce que c'est un 400 quelque chose si le client a fait une erreur, s'il nous a envoyé une requête qui n'est pas honorable? Ou est-ce que c'est un 500 quelque chose si c'est le serveur qui a un problème? Typiquement qui a rencontré une erreur en exécutant la logique. On peut envoyer des entêtes dans notre réponse et puis à un moment donné, on va aussi envoyer des données au client et pour ça, on va utiliser notre objet response. Donc, vous voyez que ici, avec cet exemple, vous avez un serveur HTTP de base qui est implémenté en Node.js sans avoir besoin d'utiliser de framework, sans avoir besoin d'utiliser de module NPM. Et pour la démo qu'on fait, ce serait tout à fait suffisant. Donc ça, c'est vraiment une page qui est très utile. Vous pouvez après, si vous voulez implémenter et creuser, vous pouvez bien sûr venir
dans la documentation du module HTTP. Et puis là, vous allez avoir tous les détails. Vous voyez qu'on avait à un moment donné vu qu'on pouvait se mettre à l'écoute sur un événement de type request. Ben, vous avez les détails ici. Donc, c'est ce que vous allez aussi utiliser si vous voulez savoir vraiment ce qu'on a dans un objet request. Il y a des fonctions, il y a des propriétés. Ben, vous allez trouver ça là-dedans. Donc, on pourrait partir là-dessus. Maintenant, ce qui va se passer souvent quand vous faites des applications, c'est que vous allez vous refaire les mêmes méthodes où vous allez dire, bon, ben, en fonction de l'URL qui est visée par le client, j'ai envie d'appeler cette fonction ou cette autre fonction. Donc, si on utilise les classes de base, on se retrouve à écrire beaucoup de code. On utilise le terme de code de plomberie, qui est finalement le code utilitaire qui va préparer ou faire le travail de base. C'est précisément ce que des frameworks web vont faire pour vous. Alors, dans la communauté Node.js, il y a plusieurs frameworks. Si vous faites une recherche, vous allez voir qu'il y en a plusieurs et il y en a régulièrement qui sortent. Il y en a un qui était un des premiers, qui s'appelle Express.js. Et puisque c'était un des premiers, puisqu'il fonctionne bien, c'est un des plus utilisés. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, ça ne veut pas dire que c'est le moins bon, mais il est très utilisé. Et pour ce qu'on fait dans nos labos et dans nos démos, il va très très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix dans cette vidéo de vous dire quelques mots sur Express.js. Si vous allez sur le site, vous allez voir que c'est très facile à utiliser. D'abord, l'installation, ben, c'est un module NPM. Donc, ça veut dire que comme on a installé Chance avant, on va installer Express ici en faisant un npm install --save. Vous allez voir que écrire un serveur HTTP, c'est encore plus court que ce qu'on a vu avec les classes de base. Ça, c'est un serveur HTTP qui renvoie la chaîne de caractères Hello World chaque fois qu'un client envoie un GET en donnant juste le slash dans son URL. Et puis, c'est ici où on va se mettre à l'écoute sur le port 3000. Pour notre exemple, pour notre démo, on ne va pas avoir besoin de beaucoup plus que ça. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous avez à disposition un outil qui s'appelle Express Generator qu'il faut installer. Donc on l'installe avec npm install. -g ici, ça veut dire que ce n'est pas une dépendance qu'on ajoute dans notre projet, c'est une installation globale. Parce que c'est un outil, donc c'est un outil qu'on utilise pour faire différents projets. Une fois que vous avez installé Express Generator, vous pouvez utiliser la commande Express. Si vous faites ça, ben, vous pouvez aussi lui passer différents flags pour dire quel moteur de template vous voulez utiliser, par exemple. Et puis lui, derrière, il va vous générer toute cette arborescence. On ne va pas la décrire dans cette vidéo, mais si vous faites une application web où vous allez fournir, vous allez renvoyer du code HTML, des feuilles de style, des images, et en plus éventuellement des données JSON, c'est un très bon point de départ. Là, je ne vais pas utiliser cette technique dans cette vidéo parce qu'on est dans un cas où la seule chose qu'on veut renvoyer, c'est des données JSON. On ne va pas envoyer de HTML, on ne va pas envoyer d'images. Pour ça, on a notre image Apache HTTPD et dans le labo, c'est ce qu'on va utiliser. Mais donc, sachez que ça existe. C'est une des façons de générer un squelette Express pour démarrer.
une des notions de base dans Express, c'est le routage. Donc, c'est finalement en fonction d'une requête HTTP, des propriétés de la requête HTTP, quel est le code que je vais exécuter. Vous voyez qu'avec un app.get, post, put, delete, on peut faire un premier routage qui va permettre de faire différents traitements en fonction des requêtes HTTP. Et puis, vous avez après la possibilité de faire des choses plus sophistiquées où on va pouvoir faire un get, enfin exécuter du code différent en fonction de l'URL. On peut utiliser des expressions régulières. Enfin, c'est là où il y a beaucoup de flexibilité et où vous pouvez modulariser votre code. Ce n'est pas l'objectif de couvrir tout ça dans cette vidéo. Vous avez bien sûr aussi la référence où vous allez avoir le détail des méthodes du framework et puis des objets, applications, request et response qui enrichissent les objets de base Node.js. OK. Donc, ce qu'on a vu, c'est que pour nous, on va devoir installer Express. Et puis, on va après écrire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je reviens dans mon dossier. Je vais aller dans le dossier src et je vais faire npm install --save de Express. Alors, vous voyez que là, il a installé pas mal de choses. C'est ce qui se passe quand on utilise npm. Il y a des dépendances transitives. Donc, si je viens dans Node Modules, vous voyez qu'après, vous avez toute une arborescence avec les dépendances, des dépendances, des dépendances. C'est ce qui fait que vous avez assez vite dans des applications Node ce dossier Node Modules qui devient assez conséquent, qui est aussi une raison pour laquelle on ne veut pas généralement mettre ça dans le repo Git et où on spécifie ça dans le Git ignore. Alors là, j'ai fait mon installation et si je reviens dans mon fichier source, alors je ne vais pas faire ça. Et puis, ce que je vais faire, j'ai écrit du code ici. On va remplacer ça pour le moment. On va appeler ça LORES. On se met à l'écoute sur le port 3000. Donc ici, on va dire qu'on accepte des requêtes HTTP sur le port 3000. Et de nouveau ici, comment ça se lit? C'est un callback. Donc, quand notre application reçoit une requête HTTP, que cette méthode HTTP est une méthode GET et que la ressource visée est le slash, alors je veux exécuter cette fonction de callback. Je lui donne l'objet request et l'objet response. Et ici, dans tous les cas, je vais retourner une chaîne de caractères. Alors, ce que j'ai oublié de faire ici, c'est d'inclure Express et d'instancier ici mon objet app. En principe, ici, mon code a l'air correct. Donc, si je fais un node index.js, on voit que là, il accepte les requêtes HTTP. Et donc, si je viens dans mon autre terminal,
si je fais un telnet localhost 3000, je suis connecté. Donc maintenant, je parle à mon application Node. Si je lui fais un get HTTP 1.0, vous voyez que j'ai bien reçu ici la réponse. Donc juste pour vous montrer le principe, c'est que là, je dis si, je pense que l'ordre est important, donc si la ressource qui est visée c'est /test, je vais lui envoyer ce message, et si c'est pas le cas, si c'est le slash qui est visé, alors je renvoie mon message de base. Donc j'interromps le serveur, je redémarre. Si je fais un get sur slash, même chose qu'avant. Si je fais une requête vers /test, je devrais avoir ce message. Et vous voyez que c'est bien le cas ici. J'ai reçu le deuxième message. OK. Donc là, on a vu qu'on arrivait à utiliser le framework Express pour faire notre application. Maintenant, ce que je vais faire, c'est au lieu de retourner un fichier, enfin un message statique, je vais ici exécuter une fonction. Ce que j'ai envie de faire, c'est chaque fois qu'un client envoie une requête, j'ai envie de renvoyer un tableau d'étudiants. Donc je vais écrire une fonction qui va générer un nombre aléatoire d'étudiants et qui à chaque fois va choisir le genre, en fonction du genre choisir un prénom, choisir un nom, et puis qui va aussi choisir de manière aléatoire une date de naissance. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai préparé cette fonction, donc je vais la mettre ici. En principe, c'est le genre de choses qu'on mettrait dans un autre fichier. Donc, on ferait notre module Node.js, on l'exporterait et on l'importerait ici pour, dans le fichier index, juste avoir la logique de routage. Mais ici, j'ai tellement peu de code et puis je voulais gagner un peu de temps, donc je ne l'ai pas fait. Alors, regardons ce qu'on fait dans cette méthode. Vous voyez que ici, j'utilise une première fonction qui est mise à disposition par chance, c'est integer, et je peux lui passer des bornes inférieures et supérieures. Donc je vais générer entre 0 et 10 étudiants. Je prépare mon tableau de résultats. Je fais une boucle où j'itère de 0 à ce nombre d'étudiants. J'utilise une fonction de chance qui va choisir au hasard masculin ou féminin. Une autre fonction pour choisir une année. De nouveau, je peux lui spécifier des bornes. Et puis, je vais ensuite pouvoir ajouter à mon tableau un nouvel objet. First name, j'ai une fonction de chance pour générer un prénom aléatoire. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux lui passer en paramètre un genre. Donc, je peux ici générer un prénom féminin ou un prénom masculin. Une fonction pour générer le nom de famille.
le genre que j'ai généré avant. Et puis, j'ai une fonction pour générer la date de naissance et je peux contraindre en lui donnant une année de naissance, c'est celle que j'ai générée avant. J'affiche le tableau que je viens de générer et puis je le retourne ici. Donc, vous voyez, j'ai ma fonction, je l'appelle ici chaque fois qu'un client se connecte et m'envoie une requête. Alors, on va se connecter ici, on va relancer notre serveur. On se connecte sur le port 3000. Et on envoie notre requête. Et vous voyez que le serveur nous dit 200, tout est bien passé, il nous informe que le contenu a été généré par Express. Et puis il nous envoie ici, il nous dit qu'il va nous envoyer le body de la réponse formaté en JSON et il nous indique quel est l'encodage de caractères qui est utilisé. Il va nous envoyer 490 bytes. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas vraiment de négociation de contenu. Le client n'a pas spécifié l'entête accept en lui disant je veux du JSON. Et puis le serveur, de toute façon, il ne sait pas faire autre chose. Il va de toute façon renvoyer du JSON. Et puis derrière, vous avez ici ce tableau avec les différents éléments. Évidemment, ce que je peux aussi faire, c'est si je me connecte sur avec le navigateur, vous voyez ici qu'à chaque fois, je vais récupérer un résultat qui est différent. Magnifique. Alors, j'ai ici mon code qui est prêt. Je vais pouvoir reconstruire mon image. Donc en faisant un docker build -t res express students. Et puis, je vais ensuite pouvoir l'exécuter. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai démarré mon container ici. Alors, la question, ça on l'avait vu dans la vidéo du serveur statique HTTP, comment est-ce que je vais faire maintenant pour me connecter? J'ai pas fait de port mapping, donc pour le moment, mon container, il n'est pas joignable depuis l'extérieur. Donc, ce que je pourrais faire, c'est un Docker machine SSH, parce que sur ma machine, j'utilise Docker, j'ai installé Docker sur macOS. Si vous utilisez la box Vagrant, là, vous pourriez faire un Vagrant SSH. Donc là, maintenant, je me suis connecté dans cette boîte gris clair. Si je fais un docker ps, je vois que j'ai ce container qui a été démarré. Il n'y a pas de port mapping. Je ne connais pas encore son adresse IP, mais on avait déjà vu qu'en faisant un docker inspect tender mclean, mclean, voilà. Je peux récupérer ici son adresse IP. D'accord, donc je sais que lui, il écoute sur .0.2. Donc là, j'ai le droit de faire un telnet 172.17.0.2 3000. Et si j'envoie la requête, eh bien, j'ai la réponse. Okay. Si j'ai envie de pouvoir parler depuis l'extérieur,
ben, à ce moment-là, je vais devoir tuer mon container. Donc je vais faire un docker kill de tender McLean. Et puis quand je l'exécute, je vais faire un -p de 9090 sur 3000. Voilà. Donc là maintenant j'ai ce container qui a été relancé et en principe, si je fais un telnet sur l'adresse IP de la boîte gris clair, sur 9090, je vais être envoyé vers le container et donc là je vais de nouveau pouvoir faire mon get et avoir mes résultats. Je reviens dans mon navigateur, 192, 168, 99, 100, 90, 90, et ici je suis sur ce chemin. Donc je suis dans le navigateur, je parle à la VM qui me renvoie vers le container et chaque fois que je fais un reload, j'ai les données qui arrivent. Donc là, c'est bon, j'ai terminé, je suis capable de démarrer un container sur la base de mon image. Je pourrais en démarrer plusieurs en parallèle, et puis si je les map sur des ports de la VM différents, je ne vais pas avoir de soucis. La dernière chose que je vais montrer rapidement ici, c'est Postman. Donc ça, c'est une application que vous installez à l'intérieur de Chrome. Je vais peut-être revenir ici. Vous voyez que moi, je l'ai installée. Donc, elle apparaît ici dans mes icônes. C'est vraiment une application qui est très utile quand vous avez des applications web. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez tout de suite commencer à utiliser. Et il y a pas mal de fonctionnalités. Donc au départ, on peut l'utiliser de façon assez basique. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui donne simplement une URL. Et puis, vous voyez qu'il fait la requête et il affiche les résultats. Et puis, dans les en-têtes, j'ai ce que le serveur m'a répondu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je prépare ma requête, je peux aussi, dans Param, je peux aussi lui dire quelles sont les en-têtes que je veux lui envoyer. Vous voyez que vous avez accès à tout l'historique. Vous pouvez organiser vos requêtes dans des collections. Donc imaginez vous avez une application avec 10 URL et vous voulez régulièrement tester ces 10 URL, vous pouvez les enregistrer dans des collections. Et puis vous avez la possibilité de travailler avec des environnements, ce qui vous permet après de définir des variables et d'utiliser les variables. Par exemple, vous voyez ici j'ai défini une requête où je lui dis je prends la variable IP, je prends la variable port, j'ai un environnement qui s'appelle local machine. Si je fais send, là il refuse de se connecter parce qu'il essaye de se connecter sur localhost. Si je viens dans la définition de mes environnements, on voit que j'ai donné ces valeurs ici. Donc si maintenant je veux rajouter un environnement et puis que j'appelle ça Docker Machine, là l'adresse IP chez moi c'est 192.168.99.100
Et puis le port, on a vu que c'était 90. Donc, ma requête générique ici, je peux décider de l'exécuter soit sur la machine locale, soit sur Docker Machine. Et en principe, là, ça devrait fonctionner. Il y a quelque chose qui se passe pas tout à fait correctement. On va voir qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Là, ça fonctionne bien. IP localhost port 3000. Ah, j'ai pas donné le nom de ma variable. Je ferme et si je reviens ici, alors il faut interrompre Docker Machine send et cette fois ça fonctionne bien. Hein, donc je suis allé un petit peu vite dans la présentation de cet outil. Installez-le, faites quelques essais et c'est vraiment quelque chose que vous devez commencer à utiliser. Comme je le disais, on peut enregistrer les requêtes dans les collections et puis après, il va générer des fichiers et ces fichiers, vous pouvez les partager. Donc c'est typiquement quelque chose qu'on va mettre dans un repos. Il y a quelqu'un du groupe qui va faire des requêtes de test et il va la mettre à disposition de ses collègues. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors, Docker PS, je vais tuer mon container. Je vais faire un git add de express image. Git commit-m. Et j'ai mis à jour ma branche. Ah, par contre, c'est pas master que je dois pousser, mais c'est FB Express Dynamic. J'ai fait une bêtise, c'est que quand j'ai créé le repos, j'avais oublié de mettre dans le gitignore les fichiers node modules. J'irai nettoyer ça après. Donc si je reviens maintenant pour terminer sur le repos GitHub, ben, on voit qu'on a notre branche statique où on n'avait encore qu'une seule image. Et puis par contre, si je vais dans Express Dynamic, eh bien, j'ai bien les deux images. Si je descends à l'intérieur, j'ai les fichiers sources. Et puis c'est ce dossier que, en principe, on ne voudrait pas avoir dedans. Donc, je vais après nettoyer ça. Et à la racine de mon dossier, rajouter un point gitignore pour dire que je ne veux jamais archiver ce dossier. Voilà. Alors avec ça, on a terminé cette étape. Et donc, si on fait le point, on a maintenant une image pour
générer du contenu statique, une image pour du contenu dynamique, et ce qu'on va pouvoir faire plus tard, c'est les faire communiquer.